Je remercie donc le comité d'organisation pour le choix de ce sujet, donc parler dans toute une séance sur le thrombose veineuse, le volet préventif, le volet thérapeutique et le bilan étiologique, surtout en cas de récidive ou de récurrence des thromboses veineuses profondes. Donc comme vous voyez, donc la place des anti-agrégants plaquettaires dans la prévention des maladies thromboemboliques. Est-ce que donc mistake or a mistake, ça paraît insolite comme titre de cette présentation. Donc je vais vous expliquer après pourquoi on a choisi ce sujet et parler aujourd'hui, donc pour éclaircir les choses. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Excusez-moi, je vais revenir. Sauf que je suis doublement puni peut-être pour traiter ce sujet et parler après c'est Kamel Bouslama, c'est toujours dur. Je suis perdu là, comment revenir? Voilà. Ah, d'accord. Donc, non. Donc, comme vous savez, donc, la prévention des maladies thromboemboliques est obligatoire quand on a une immobilisation, surtout en post-opératoire, post-fracture, immobilisation prolongée pour un alitement, même pour une pathologie médicale, après un accouchement césarienne. Donc, toutes les situations cliniques en général qui favorisent la stase, l'activation et favorisent les maladies veineuses thromboemboliques. Pour prévenir ça, il y a deux moyens, bien sûr. Les moyens médicamenteux, ce sont... Quand on choisit un médicament, il faut qu'il soit pas cher, facile à utiliser, mais surtout il est efficace et sans risque. Il y a aussi donc le volet de prévention mécanique, je vais en parler. Revenons un peu sur la physiopathologie de thrombose en général. Comme vous voyez sur le plan microscopique, après une petite brèche, donc il y a accumulation des plaquettes qui vont se mobiliser. Ils vont s'agglutiner et essayer de former un thrombus qui est composé de cellules, des plaquettes agglutinées et surtout de la fibrine. Sur le plan moléculaire, comme vous voyez, il y a surtout cette cascade de protéines activées que vous connaissez, la voie intrinsèque, la voie extrinsèque. Après, c'est la voie, le tout va activer et former la thrombine qui va elle-même transformer le fibrinogène soluble en fibrine. C'est la fibrine qui forme le col biologique pour former ce thrombus-là. Maintenant, pour prévenir cette activation pathologique non désirable de la formation de thrombose veineuse, il y a plusieurs volets. On peut interagir sur plusieurs endroits pour bloquer ce processus de formation de thrombus. Si on parle d'anti-agrégants plaquettaires, les anti-agrégants ils agissent surtout sur l'inhibition de l'agrégation plaquettaire ou une inhibition de l'adhésion. Il y en a que vous le connaissez tous, il y a l'aspirine, il y a les péridiniques et après il y a les antiglycoprotéines de B3A qui sont utilisées surtout en cardiologie interventionnelle. De l'autre volet, il y a les anticoagulants, je ne sais pas si un pointeur, les anticoagulants comme vous le savez, les leaders ce sont les antivitamines K qui bloquent la formation de quelques protéines. Après vous avez les l'héparine et l'héparine à bas poids moléculaire qui sont principalement qui inhibent le facteur 10 activé qui inhibe la formation de la thrombine. Et récemment, c'est les AOD qui sont soit des anti-10A, soit des anti-thrombines directes. Donc, vous le savez tous. Maintenant, est-ce qu'il existe ces molécules-là, est-ce qu'ils agissent de la même façon quand il s'agit d'une thrombose artérielle ou une thrombose veineuse? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des petites différences entre les deux. La thrombose veineuse, en général, si on revient à la triade de Virchow, la triade, c'est la stase. Pour former un thrombus, il faut une stase, ralentissement de la circulation, il faut une altération du vaisseau et surtout une hypercoagulabilité qui est différente entre le système veineux et le système artériel. Comme vous voyez, le système veineux, il y a beaucoup plus de stase, ralentissement de circulation qui n'existe pas de côté artériel. L'altération de la paroi aussi, elle est moins importante et très localisée pour les artères. L'hypercoagulabilité, par contre, elle est très active au niveau du système veineux. Comme vous voyez qu'il y a déjà une différence entre les deux systèmes. C'est pour cela, pour inhiber ces facteurs-là, on a recours plus aux anti-agrégants pour les thromboses artérielles, alors que pour les thromboses veineuses, on a plus recours à des antithrombines. Qu'est-ce qu'ils font alors, les anti-agrégants? Est-ce qu'ils sont
efficace pour réduire le risque de maladie thromboembolique? Est-ce qu'il n'augmente pas donc, le risque hémorragique? On va voir. Donc, toute l'histoire donc, commence par, en regardant un peu la littérature, tout le monde accueille dans sa boîte email des nouveaux articles. Donc, c'est presque tous les jours ou toutes les semaines. Et on a regardé la présence de quelques articles qui parlent de certains effets de l'aspirine dans la prévention des maladies veineuses thromboemboliques. Ce premier article en 2022 qui a repris, ils se sont toujours, donc la prévention, c'est surtout des études qui ont été faites par des orthopédistes après des petites chirurgies orthopédiques ou après une fracture, qui essayent de reprendre l'aspirine et chercher sa place donc, dans la prévention de maladies thromboemboliques, malgré que toutes les recommandations qui datent de plus d'une vingtaine d'années qui disent que donc la première place c'est pour les antithrombines, surtout les HBPM et récemment les AOD. Si on regarde de près, on voit que ce sont des petites études. La première étude que vous voyez, c'est une petite étude de 144 patients. Il n'y a que 37% de patients qui ont pris de l'aspirine. Et on a montré qu'on a à peu près les mêmes incidences, peut-être un peu plus donc, de thrombose veineuse de côté inoxaparine, alors que de côté aspirine. L'embolie pulmonaire, c'est la même chose, à peu près 3 à 2. Pour les hématomes, il y a plus de côté de l'inoxaparine. Donc, vous voyez que les résultats, le résultat était, donc selon les auteurs, les résultats étaient comparables et l'aspirine paraît efficace. L'étude qui nous a choqué quand même, ça passe pas inaperçu, c'était publié dans le New England Journal of Medicine cette année, qui affirme que l'aspirine, donc c'est une étude randomisée qui a comparé l'aspirine ou les HBPM après une fracture. Donc c'est une étude aussi américaine, vous voyez, publiée dans un journal prestigieux. Donc elle a pris donc, dans chaque bras, c'est 6000 patients donc, quand même dans chaque bras. Et qu'est-ce qu'elle a montré? Donc, tout d'abord, il faut parler un peu de protocole. C'est 2 fois aspirine par jour, 85 mg 2 fois par jour, contre l'HBPM. Je ne sais pas donc d'où ça vient, cette 2 doses par jour. Pendant 7 jours uniquement, les premiers 7 jours de l'hospitalisation. Et après, les auteurs, ils disent qu'après le 7e jour, le patient il rentre chez lui et chaque hôpital, il va continuer son protocole, sans parler de protocole. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc, ils ont trouvé à peu près le même nombre d'embolies pulmonaires, 90 dans chaque bras. L'embolie massive, il y a une avec l'aspirine, un peu plus avec l'HBPM. Les moins massives, il y a plus donc, de côté aspirine, alors que 22 contre 15 pour l'aspirine. Pour les thromboses veineuses profondes, il y a 150 de côté aspirine et 103 de côté HBPM. Comme vous voyez, parce qu'ils disent que la comparaison n'est pas significative. Donc pour eux, l'aspirine n'est pas inférieure à l'HBPM dans la prévention de thrombose veineuse profonde après une fracture. Alors, donc, ces résultats, comme vous voyez, ils sont un peu discutables. Ils ont essayé de comparer aussi la mortalité. La mortalité qui paraît la même entre les 2 bras. Mais qu'est-ce qui est choquant, c'est-à-dire la mortalité imputable à l'embolie pulmonaire, elle est en faveur des HBPM contre l'aspirine. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cette étude? Il faut revoir, donc, vous voyez, indiqué donc d'une façon randomisée, c'est la comparaison head-to-head donc entre aspirine et HBPM, mais ce que j'ai constaté quand même sur le plan méthodologique, c'est un peu louche, ils n'ont pas éclairci, c'est juste les premiers 7 jours et après on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème. Comme vous voyez, même avec les résultats, la différence n'était pas significative, mais il y a plus de thrombose veineuse de côté aspirine par rapport, quand même 50% de plus de thrombose veineuse de côté aspirine par rapport au HBPM. Si on revient un peu, on fait le marche arrière donc, de la littérature, on voit que donc, il y a plusieurs articles qui ont déjà parlé de ça, et ils ont montré que l'aspirine, elle peut réduire l'incidence des thromboses veineuses, mais de l'ordre de 25% uniquement, et quelle que soit la cause, même en cas de myélome ou en cas donc, de maladie myéloproliférative. J'ai cherché les recommandations, même les recommandations anciennes. Là, c'est une recommandation américaine de 2004 qui dit noir sur le blanc, c'est 1A. L'aspirine n'est pas indiquée dans la prévention donc de maladies veineuses thromboemboliques. Les recommandations françaises de 2004, la même chose. Il y a même des recommandations tunisiennes qui ont été publiées en 2006. Ça a été fait par la Société d'anesthésie et réanimation avec les autres sociétés qui sont impliquées, donc la gynécologie, l'orthopédie, la chirurgie, tout ça. Et tous, ils disent, donc ils sont
pour l'HBPM. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc, il y avait plusieurs études qui ont montré plutôt l'efficacité donc, des HBPM par rapport au placebo dans la réduction des maladies veineuses symptomatiques, même les petits thrombus asymptomatiques et les embolies pulmonaires, c'est en faveur des HBPM, bien loin donc, des autres molécules et bien loin de placebo. J'ai trouvé aussi cette revue de littérature qui date de 2015 qui a montré à peu près donc, le niveau de prévention. Vous voyez que l'aspirine, elle protège moins de 25%. C'est par rapport aux autres anticoagulants. Là, vous avez la warfarine, c'est 60%. La rivaroxaban, les AOD, donc ça affleure les 90% donc, dans la prévention des maladies thromboemboliques. L'aspirine, où est-ce qu'elle est efficace? Surtout, si elle est efficace donc, dans la réduction surtout des événements artériels. Ça peut diminuer la thrombose veineuse, ça diminue un peu la mortalité en protégeant tout le système vasculaire, notamment le système artériel. Ça diminue les AVC, ça diminue les accidents coronaires. Mais sur le plan thrombose veineuse profonde, vous voyez ici encore, voilà, vous avez une comparaison donc directe entre les AOD et l'aspirine contre placebo. Vous voyez, on est autour de 6 événements par rapport à 11 par rapport au placebo. Mais si on voit les AOD, vous êtes à un événement contre 6 pour l'aspirine. Là, c'est un autre papier qui a été publié il y a déjà une dizaine d'années qui a montré qu'avec l'aspirine, on peut diminuer le risque de récidive. J'ai dépassé? Oui, là, je vais finir. Donc, là, c'est évident que l'aspirine, après 3 mois ou 6 mois de traitement anticoagulant efficace, ça pourrait réduire le risque de récidive. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut revenir aux recommandations. Là, je dis pour les jeunes, il faut rester humble, il ne faut pas suivre donc, ces nouvelles études. On a besoin de beaucoup d'éclaircissements. Il faut, devant un malade qu'on doit prévenir la thrombose veineuse profonde, tout d'abord, il faut évaluer le risque thromboembolique qui est lié au patient, mais aussi lié... c'est bloqué. Il faut évaluer le risque donc, thromboembolique qui est lié à l'acte lié au patient, évaluer le risque hémorragique et continuer à suivre les recommandations. C'est en général... Merci, Hicham.